Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce magazine Grands Enjeux qui reçoit pour vous aujourd'hui Pabipius Kandolo, secrétaire général adjoint de l'ACP, le parti cher à l'ancien gouverneur Ngobi Lambaka. Merci de revenir sur ces plateaux qui vous a quand même vu œuvrer en tant que professionnel de médias. Évidemment, c'est la grande époque là d'Antenne A, de John Gomoa, de Willy Kalengai, de Eric Makolo, de Solange Kwale. C'est en fait cette méga équipe là à laquelle nous avons fait partie. Les Jing Nawej. Oh, la défense d'heureuse mémoire. Avec une administration forte, des aînés comme de Pascal. Pascal Ngoma. Ngoma, voilà. D'heureux mémoire également, de Joe Talangai. Oui. Voilà, donc je suis dans ma maison. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de sécurité, nous allons parler politique, nous parlerons aussi d'autres sujets et entrer à l'actualité. Alors, pour commencer, il y a évidemment cette actualité qui s'est improvisée, le retour de Joseph Kabila, ancien chef de l'État de la RDC, son retour présumé par Goma. Et du coup, les commentaires sont partis dans tous les sens. Qu'est-ce que vous vous en dites? Merci, Monsieur John. Déjà, on ne peut pas parler d'un retour qui n'est pas certifié. Vous voyez, je ne sais pas comment les débats vont de tous les sens. Parce que, officiellement, sa formation politique et son regroupement politique, le FCC ou le PPRD, devraient en principe communiquer là-dessus. Aucun d'eux, jusqu'à preuve du contraire, n'a communiqué là-dessus. Je pense qu'on ne peut pas en faire un débat. Vous voyez, les débats ici, c'est de voir des acteurs politiques soutenir réellement les efforts du chef de l'État au regard de cette agression rwandaise. Et ça, c'est ce qui doit constituer les débats nationaux. Les retours de quelqu'un via une ville, je ne pense pas que c'est un débat, surtout que lui-même, l'ancien président, ne s'est pas encore prononcé, ni sa famille politique, pour dire qu'il va rentrer vers Ndjili ou il va rentrer par Goma, non. En fait, peut-être la question n'est-elle pas celle de savoir si il confirme maintenant qu'il est aux côtés de la rébellion. Et ce qui semble choquer certains, parce qu'un chef d'État qui a terminé sa carrière se retrouver aux côtés des rebelles, ça ne manque pas de choquer les bonnes consciences. Non, ce qui est encore plus choquant, c'est quand le président de la République, là nous avons suivi, il s'est prononcé, l'ancien président, allais-je dire, Joseph Kabila, il s'est prononcé en disant que la rébellion M23 AFC était une rébellion légitime. Vous voyez, elle rencontrait les aspirations de la population. Et ça, nous estimons, il a certainement sa lecture des faits. Mais je ne peux pas considérer une légitimité du fait que mes frères, mes sœurs sont lamentablement tués et de manière consécutive. Je ne peux pas considérer une rébellion de légitime du fait que ça combat un régime démocratiquement élu. Mais si ces régimes violent la Constitution, n'est-ce pas que la Constitution demande aux citoyens de pouvoir s'élever pour la défendre, chacun selon ses moyens? Ces régimes violent la Constitution en quoi faisant? 2 exemples et seulement j'ai réagi. 2. Non, ils en ont étalé beaucoup. Hein. Non, vous, en tant que... Non, non, en fait, c'est évident. Vous aurez du mal à vous prononcer là-dessus parce que vous n'en aurez pas. Vous voyez, en dernière date, avant que tout ne se dégrade, c'était déjà les changements de la Constitution. Et on ne parle pas de collusion, de concussion, de corruption et tout ce qui est, on va dire,
mis sur le compte du régime Tshisekedi. On ne peut pas dire que le violon de Tshisekedi a violé la Constitution, parce qu'il a amené un débat à la réflexion. Il a amené une réflexion globale sur notre Constitution, notre loi mère. Et ça n'a pas été formellement orienté vers le Parlement, mais il a demandé que les gens réfléchissent. Et c'est ça, violer la Constitution, M. John. Je doute fort. Est-ce qu'on peut considérer un régime qui a violé la Constitution parce qu'il y a des cas isolés de corruption observés au sein du régime? Non. Le président de la République, Félix, est dans un processus de développement intégral de ces pays. Il y a certains pesanteurs que moi et vous, nous ne sommes peut-être pas informés, que lui, il est mieux informé pour éventuellement apprécier. Donc moi, je pense que, partant de ces faits-là, on ne peut pas considérer un président de la République comme Joseph Kabila, un ancien président, être en mesure de considérer une rébellion de telle ampleur que les Nations Unies condamnent, que tous les États européens à l'unanimité condamnent, des légitimes, je pense qu'il y a un problème. Bon, je pense qu'il avait après dit qu'il y a eu une interprétation de ses propos. Hein. Non, je peux vous les envoyer. Il a clairement dit que cette rébellion rencontrait les aspirations du peuple. Mais bon, de quel peuple il parle? En tout cas, pas nous les Congolais. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins entre deux stratégies qui visiblement ne mènent pas à trouver une fin rapide aux problèmes sécuritaires que nous connaissons avec l'explosion du M23 et la prise des villes de Goma et de Bukavu et leur périphérie. Alors, faut-il faire la guerre pour la paix ou faire la paix peut-être pour déboucher sur une nouvelle guerre? Parce qu'on est partagé. Il y a ces processus de Luanda, il y a les prélats, les hommes d'église avec l'église catholique et l'église protestante. Il y a en même temps le gouvernement qui dit que la paix s'égagne, il faut absolument faire la guerre. Alors, comment trouver la bonne mesure? La bonne mesure, c'est celle que le chef de l'État a encore réitérée, je crois hier à Lubumbashi, en disant qu'il a pris les pouvoirs sans décrépitement de balles et il en laissera ainsi. Vous voyez, c'est dans cette dynamique de quête de la paix. Vous savez, on a commencé par le processus de Nairobi. On a quitté le processus de Nairobi pour entamer le processus de Luanda. Vous voyez, avec deux grandes institutions sous-régionales, la SADC, éventuellement de l'autre côté, l'EAC. C'est dans ces soucis-là d'arriver à trouver un modus vivendi, un mode opératoire tel que on arrête de massacrer gratuitement de paisibles citoyens. Parce que, si vous ne le savez pas, les Rwandais procèdent à un dépeuplement. C'est-à-dire, il arrive dans un village, il extermine tous les jeunes, tous les mamans, vous partez, et il remplace certaines personnes. Et ça, c'est prouvé et documenté. Donc, le président de la République, dans son souci de retrouver une paix éventuellement intégrée, ça donne à ces types de processus. Donc, je dis tantôt, on a été à Nairobi, on a été à Luanda, on a été à Doha. C'est dans les soucis de converger pour qu'il y ait la paix. Vous voyez, il est allé même très loin à rebuffer sur de principes sacro-saints qu'il a établis pour redonner la paix aux Congolais. Ça veut dire, je ne négocierai pas avec les M23. Mais il s'est dit, bon, est-ce que je dois rester sur mes principes ou je dois regarder l'intérêt national du peuple? Et maintenant, la paix, elle va venir quand? Oui, c'est un processus. Hein, c'est un processus. Doha Nairobi, éventuellement, a posé des jalons. Luanda également. Et puis Doha ne fait que renforcer cette option de la paix. Et je pense qu'on y arrivera. Mais entre-temps, nos forces de défense, le FARDC, continuent à se battre coréen pour retrouver une stabilité pacifique dans ces coins. Et moi, je pense qu'on doit éventuellement continuer à les soutenir.
Parce que Luanda, après Doha, organise une forme de dialogue direct entre les belligérants. Et quand on entend les discours du M23, AFC, c'est Tshisekedi qui dégage et il n'y a pas d'autre option. Non, c'est des supercheries, ça. C'est des chantages sans un fondement profond. Écoutez, le président de la République, il est légitimement élu par la population. C'est-à-dire, il y a eu élection et nous, les Congolais, nous avons choisi Félix Tshisekedi comme notre président. Ce n'est pas une fraction de personnes viendront dire, écoutez, on ne vous reconnaît plus président, non. Ça, c'est piétiner foncièrement la volonté de la population. Vous voyez, nous considérons ça comme des chantages politiques. Évidemment, on vient avec un cahier des charges irréaliste pour mettre des enchères. Mais je pense que la République démocratique du Congo est là. Je me souviens, à cette époque, vous étiez à Sun City. Vous connaissez comment les belligérants amenaient leur cahier des charges. Certains ne voulaient même pas des Kabila. Mais on arrive toujours à un consensus pour éventuellement avancer. Et là, je vous rassure, le président est dans cette dynamique. Bon, il faut espérer parce que dans l'entretemps, les FARDC ne font que se replier. Ils n'ont conquis récupéré aucun territoire. Nous apprenions dernièrement que même lorsque le M23 a quitté, s'est replié des Walikale, s'est retiré des Walikale, c'était sur demande des Américains. Donc, quand on connaît l'histoire, quand il y a eu le précédent comme celui de Laurent Désiré Kabila avec son AFDEL, ne soyons pas surpris après de voir le M23 aller vers le Lubumbashi ou bien aller vers Kisangani. Non, nous sommes dans la perspective de cesser le feu, qui a été décrété à plus d'une fois. D'ailleurs, nous estimons que ce qui nous accompagne vers la quête des résolutions de ces conflits nous demande de cesser avec les hostilités. Et le FARDC, comme une armée très disciplinée, respecte formellement ce type d'orientation. C'est comme ça que vous avez l'impression d'avoir une certaine passivité. Mais non, c'est le respect. Par contre, c'est le Rwanda et ses supplétifs de M23 et de l'AFC qui continuent à piller, violer dans tous les espaces qu'ils passent pour créer une grande désolation. Et ça, nous déplorons. Nous appelons encore une fois la communauté internationale parce que tout ça est documenté et par la MONUSCO et par tous les organismes œuvrant à l'est de la République. Et je pense que les sanctions qui ont commencé déjà à tomber, il y en aura encore plusieurs. Mais est-ce que pour les M23, ce n'est pas plutôt une progression lorsqu'on regarde leur position d'avant à Bunagana? Aujourd'hui, ils ont beaucoup plus progressé et ils sont devenus un acteur incontournable pour le retour de la paix dans cette zone. Pensez-vous que le M23 va juste aller dans ces négociations, que ce soit Doha, que ce soit Luanda, juste pour des broutilles? Non, mais M. John, vous parlez peut-être de M23 abusivement. Vous auriez peut-être, évidemment, parlé du Rwanda qui progresse. Vous voyez, je dis tantôt que c'est vraiment des supplétifs de l'armée rwandaise. Donc c'est en fait l'armée rwandaise qui tient le manette avec une grande complicité extérieure de certains lobbies commerciaux pour piller nos ressources. Donc il ne faudrait pas considérer le M23 comme une force militaire à part entière. Non, c'est l'armée rwandaise qui éventuellement s'adonne à ces spectacles désolants. Et le M23, c'est des gens qu'on tire de ficelle, on tire comme des chaussettes pour éventuellement exécuter les options prises par les sanguinaires Kagame. Et je pense la communauté internationale de plus en plus nous donne raison au regard des sanctions qu'on a vues récemment. À vous entendre parler, je suis presque sûr que vous n'accordez pas beaucoup de valeur à l'initiative
des églises catholiques et des LCC, vous n'y croyez pas beaucoup? Non, je pense qu'il y a plusieurs entorses dans ces procédés, dans cette manière de faire. Le prélat, nos pères sont partis voir le président de la République pour lui présenter un projet. Et le chef de l'État, comme de coutume, tout ce qui est comme projet lié à la paix, il s'adonne corps et âme, il a donné son attention. Mais l'idée était de revenir. Le prélat, le catholique et éventuellement le pasteur de l'ECC devraient revenir après que le chef de l'État leur dit de donner un contenu à ce qu'il considérait comme le pacte social, ok, pour la paix. Et le temps que nous attendons le prélat revenir pour donner un contenu au regard des différentes articulations sur la paix, sur le belligérant, sur la réinsertion de tous ces militaires, voilà, parce que c'est vraiment un projet plus global. Non, on voit nos prélats partir voir Denis Sassou Nguesso au Kenya. Voilà, c'était quand même assez déplorable. Et ce qui est encore plus déplorable, c'est du fait qu'il y ait une contradiction flagrante entre l'ECC et Monseigneur Figeance, qu'on a tous suivi, au regard de fonds qui ont été mis à leur disposition. Et vous pensez que donc cette initiative est complètement viciée et même va à l'encontre des intérêts de la RDC? Vous allez vers les agresseurs de la République. Vous allez vers ceux qui tuent la République, ceux qui massacrent vos frères et vos sœurs. Vous allez là-bas pour qu'on vous donne des commodités nécessaires pour votre travail. Vous appelez ça en termes, en jargon protocolaire, prise en charge. Vous voyez, moi et vous, nous savons les contenus qu'on peut donner à une prise en charge. Et nous trouvons cette approche assez biaisée pour deux personnes, pour deux personnalités de leur rang. Biaisée parce que vous avez vu la clameur publique quand la population a appris que nos prélats se sont adonnés à avoir des commodités de nos agresseurs, de pays qui nous tuent à tout bout de champ. Et vous avez vu cette clameur-là, ça a vraiment créé une grande désolation. Ouais. Et nous estimons que l'approche... Et ils s'en défendent, hein. Il y a eu une mauvaise interprétation à ce qui paraît. Non, on parle de faits. Que eux-mêmes, moi j'ai suivi Monseigneur Figeance, à qui j'ai beaucoup d'estime. J'ai suivi M. Eric Senga, qui est, je crois, le secrétaire général de... Ben voilà, on a suivi cette contradiction flagrante. Eric qui estimait qu'il n'y avait aucun dollar, et Monseigneur Figeance qui innocemment, évidemment, faisait montre la gloire de la République rwandaise au regard de leur mission. Peut-être qu'il s'est désolé du fait que leur propre pays ne s'est pas beaucoup occupé de cette mobilité. Non, mais M. John, les chefs de l'État vous demandent de revenir avec un cahier des charges ou vous en donner un contenu. Certainement dans ces contenus-là, on suppose, il devrait y avoir des articulations de volets, certainement un volet budgétaire. Vous voyez? Et puis, il y a un passé proche ici avec l'accord des Saint-Sylvestre. Nous savons ce que ça a donné. Vous voyez, l'accord des Saint-Sylvestre a abouti à 3 résolutions. Le rallonge du président Kabila de 2 ans, un gouvernement d'union nationale supposé, hein, parce que celui qu'on a mis là, Tchibala, n'avait rien du parti UDPS à l'époque. Vous voyez? Il a été débauché, on va voilà. dire. Et troisièmement, c'était le prétendu libération de prisonniers politiques. C'est ce que ça a donné, mais qu'est-ce que ça a donné en termes de la quiétude populaire? Vous voyez, on a permis à quelqu'un qui n'avait plus la légitimité d'avoir 2 ans gratuitement. Vous pensez que l'Église catholique ou ses animateurs ont des agendas politiques? Non, je ne pense pas, mais vous ne m'interdirez pas non plus de réfléchir. De réfléchir sur des faits. Je vous ai parlé de l'accord des Saint-Sylvestre. Je vous ai parlé de faits comme la déclaration de Monseigneur Figeance.
Donc c'est des choses sur lesquelles vous ne m'interdirez pas d'y réfléchir et de faire une perspective au regard de la situation actuelle. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entorses dans la démarche et je crains que ça soit biaisé. À propos d'entorses, votre parti, l'ACP, a certainement été aussi reçu pendant les consultations organisées par le Conseil spécial du chef de l'État. Ces consultations pour la formation d'un autre gouvernement. Mais est-ce que ce n'est pas une démarche biaisée, en ce sens que un tel gouvernement ne pourrait venir qu'après les négociations? Et à quoi bon organiser des consultations maintenant alors que les négociations avec l'autre camp sont en cours? Non, il y a déjà une dynamique internationale. Vous avez vu tous ces débâcles diplomatiques que le président de la République s'est adonné à mettre sur pied. Il y a déjà une reconnaissance extérieure au regard de ce que le président de la République a actionné comme démarche. Vous voyez, mais il fallait évidemment en interne créer une coalition, créer une synergie des acteurs politiques et sociaux pour éventuellement avoir un même langage par rapport à l'agresseur qui est le Rwanda. Vous voyez, et ça, cette dynamique, c'est ce que le chef de l'État a lancé. Nous, l'Alliance des Congolais progressistes, on a été reçus le 25 mars et on a donné notre position, c'est-à-dire celui de renforcer cette consultation et de l'élargir à suffisance pour qu'on ait un bloc, qu'on ait un bloc auquel on peut faire face en interne face à cette agression rwandaise. Et ça, c'est important. C'est un grand moment d'histoire parce que cette agression, elle touche toutes les sensibilités. Et c'est un grand moment de l'histoire de notre pays pour qu'un peuple se dise on met nos divergences de côté et on regarde sur la même direction. Et c'est ce que le président de la République veut actionner. Et je pense qu'il n'y a rien de plus salutaire que ces consultations qui ont été... Mais est-ce que ce n'était pas de l'entre-soi quand on sait que finalement, en gros, c'était comme si l'union sacrée et de la nation s'est parlé? Parce que ceux qui pouvaient donner peut-être une crédibilité à ces consultations, ce serait par exemple les Katumbi, son camp, ensemble. On ne les a pas vus là-bas. Ça pouvait être les Kabila avec les PPRD et alliés. On ne les a pas vus là-bas. Par contre, on a vu quelqu'un qui visiblement a été discrédité, a été rejeté par le PPRD. On aurait pu voir Fayoulou et consorts. On aurait pu voir autant de figures qui représentent l'opposition à ce régime. Mais elles ne sont pas venues et donc on a fait de l'entre-soi, on s'est fait plaisir. Non, pas du tout, parce que le président de la République, au travers son conseiller, devrait à la fois consulter la classe politique, évidemment, la société civile. Okay, ce dont vous avez cité en premier là, l'ancien candidat président de la République, M. Moïse, on a vu sa représentation. Malheureusement, il n'était pas d'accord. Ils l'ont expulsé du parti. On a vu certains amis du FCC, mais du fait qu'il n'était pas de ces bords-là, on les a expulsés. Vous voyez, ça, ce sont des agendas que nous ne maîtrisons pas. Hein, le tout dernier scandale, par exemple, pour celui de M. Katumbi, c'est, je ne sais pas la qualité qu'il a, M. Kamitatou, porte-parole ou je ne sais pas trop. Ou directeur des cabinets. Ça, je ne sais pas, peut-être vous m'informerez au travers de cet échange. Au lieu de rester focus dans cette grande problématique qui est l'agression rwandaise, il vous lance un débat de figure comme ça en vous parlant de fédéralisme. C'est sur ça qu'il faut tabler. Vous sentez, vous comprenez de quelle manière ce que nous considérons comme des acteurs politiques chez nous, de l'opposition, contribuent de manière explicite à la balkanisation de ces pays. Vous voyez, ça veut dire qu'ils vous détournent de l'essentiel pour
pour vous lancer des ballons d'essai. En fait, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il dit, lançons ces ballons d'essai, parce qu'au niveau de balkanisation, on s'est forcé de le faire militairement. Bon, sans la résistance de nos frères et sœurs de l'Est, ce qui a conduit même l'activisme de Ouazalendo et d'autres forces contre cette agression. Et alors ils se disent, allons dans une autre optique qui serait assez scientifique, parlons du fédéralisme. Mais ce n'est pas le moment. Voyez, j'aurais bien voulu que M. Katumbi, M. Kamitato commence d'abord par condamner l'agression rwandaise. Commence d'abord par se montrer solidaire à la population de l'Est et éventuellement à nos forces armées de la République. Hein? Si réellement ils sont congolais, hein? Non, mais ne peut le faire que du nationalisme, du patriotisme. Ils ont leur grille de lecture des mêmes faits. À ce que je comprends, mais on peut pas. Ils considèrent. Non, mais c'est John, ça c'est biaisé. On ne peut pas parler des grilles de lecture là où il y a des morts. On ne peut pas parler des grilles de lecture là où il y a un pillage systématique. On ne peut pas parler d'une grille de lecture là où il y a violation de notre souveraineté. Mais vous savez que ce que vous dites ça, là, biaisé. Ce que vous dites là, c'est pratiquement ce que eux ils reprochent au régime. Lequel? Le régime Tshisekedi. Que il viole la Constitution. Mais quoi faisons? Je suis avec toi. Non, mais dites-moi. Non, je ne sais pas. Dis-moi, Monsieur John. Je ne suis pas le porte-parole là, mais pour les cas. Non, mais on ne peut pas avancer ces faits-là. Vous ne pouvez pas les dire. Et il condamne aussi les régimes Tshisekedi d'avoir mené des exactions contre les membres de leur parti, contre des tiers, ainsi de suite. Vous avez dit exaction? Exaction, oui. Vous êtes sûr? Mais c'est leur c'est ça que eux disent. Oui, c'est leur propos, c'est pas moi. Non, mais je voulais vous partager un peu, bon, je ne suis pas dans leur tête, mais j'essaie d'imaginer. Ne vous adonnez pas à ces balivernes, ce sont des incongruités. On n'a pas le temps d'y penser à fond. Corneille Nangaa n'est pas congolais, donc. Parce qu'il est à la tête de l'AFC. Aujourd'hui, c'est les politiques de toute cette rébellion. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Si Corneille Nangaa n'était pas une marche-pied des Rwandais, peut-être la population de grande province de Kivu pouvait lui donner son attention. Mais le fait que vous amenez les agresseurs chez nous, vous les soutenez, peu importe l'action que vous menez, elle devient déjà biaisée. Vous voyez, peu importe votre nationalité, le fait que vous vous adonnez à tuer systématiquement nos populations, nos frères, nos sœurs, peu importe la raison à laquelle vous vous adonnez à vos revendications, elle devient déjà biaisée. Mais Laurent Désiré Kabila avait fait pareil, et puis il est arrivé à Kinshasa, il a pris le pouvoir. C'est ça que je dis, il y a une grande différence. Corneille Nangaa est dans un registre d'agression. Laurent Désiré Kabila était dans un registre de libération. Mais comment Kabarebe s'est retrouvé chef de l'état-major général? Mais il a fait combien de temps? Oui, mais donc Laurent Désiré Kabila n'était pas venu tout seul. Donc quand il peut avoir inspiré aussi Corneille Nangaa, pourquoi pas? Non, ce n'est pas de bonnes approches. Aujourd'hui, l'armée est foncièrement infiltrée à cause de ces genres de mixage, des gens qui prennent les armes et puis après ils se retrouvent sur une table. Non, ça c'est pas de bon modèle. Okay? Nous avons une jeune démocratie où il faut laisser à la postérité, à la jeunesse, une exemplarité de la gouvernance. Comment on y accède au pouvoir, comment on obtient les suffrages publics. Et ça, ce ne sont pas de valeurs. Les Nangaa et consorts ne sont pas de valeurs pour cette jeunesse. Et je pense qu'on ne peut pas en faire... on ne peut pas faire de leur nom tout un débat, parce que ce n'est vraiment aucune exemplarité, et ça laisse à désirer. Justement, pour vous prendre au mot, parlant de gouvernance et de laisser à désirer, vous êtes un ancien ministre de la transport. Oui, dans la ville de budget transport. Oui, voilà, dans la ville de Kinshasa ici, sous le gouverneur Ngobila, l'autorité morale de votre parti politique, de Ngobila à Daniel Bumba, aujourd'hui, les Kinois ont l'impression de
d'aller dans une descente aux enfers sans fin. Ngobila a laissé la ville à genoux et Bumba l'a achevé, quoi. Si je reste dans votre syllogisme, je dirais peut-être que si vous considérez que Bumba l'achève, vous Ngobila l'a laissé à genoux, et Kimbuta, qu'est-ce qu'il en a fait? Bon, je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre, messieurs John. Allez-y. Peut-être vous n'avez pas l'info. Nous arrivons dans la ville de Kinshasa. Les gouverneurs Gentili Ngobila se trouvent enflés des dettes. Ok? Nous nous trouvons 47 $ dans les trésors de la ville et 179 000 francs. Mais on nous laisse des dettes de millions de dollars. Je dis bien des millions de dollars. Nous arrivons à la ville. Aucune banque n'est à mesure de donner du crédit à la ville. Aucune crédibilité. Vous allez fonctionner comment? Comment vous allez réaliser tous ces défis que la population qui nous attendait? Alors il a fallu un management de haut niveau pour contourner cette donne-là. Et c'est ce qui a fait que vous avez 12 ans de Kimbuta. Il n'a même pas fait une route d'1 kilomètre. Bon, 1 kilomètre achevé. Parce que je connais les boulevards Kimbuta-Njil, c'est 700 mètres. Donc, aucune route achevée, 1 kilomètre. Ngobila a laissé combien dans la caisse de l'État en sortant? Plus de 25 millions. Bon, plus de 25 millions. On va vérifier avec les gens des Non, je suis presque sûr. Non, nous avons laissé beaucoup d'argent dans les comptes séquestres, surtout et entré à la construction du marché central. Ouais, c'est ce qui ne s'est jamais fait. Dans l'histoire de ces pays, depuis 1960, aucun gouverneur... Et ce marché central a été pratiquement un tonneau d'Anaïde. Beaucoup d'argent investi là-dedans pour des résultats aussi... Qu'est-ce qui a investi l'argent? Je vous ai dit... L'argent public, bien sûr. Non, je vous ai dit tantôt, la ville n'était pas crédible. Pour construire ces marchés, le montage financier là n'a rien à voir avec la ville. Parce qu'on n'avait pas de l'argent dans la ville. Vous voyez, il fallait que les banques vous donnent des crédits. Je vous donne en passant, le coût global de ces marchés, c'est 54 millions. Il fallait trouver 54 millions pour construire ces marchés-là. C'est comme ça qu'on a eu Sogema comme caution morale. Vous voyez, et c'est Sogema avec Sofibank qui ont travaillé pour que la ville obtienne ces crédits-là. Mais Sofibank dit, mais écoutez, oui, Sogema, vous mettez en jeu votre notoriété, votre crédibilité. Mais eux aussi doivent donner quand même quelque chose pour nous rassurer, nous, la banque. Et c'est comme ça que nous avons ouvert cette caisse-là, où on mettait 800 000 € le mois. Et en partant, nous en avons laissé à plus de 25 millions. Cet argent, c'est pour la ville. C'est maintenant, je crois, c'est 35 millions. Et ces marchés qui ne finissent Dès que le marché devient opérationnel, les gouverneurs Bumba va à Sofibank, il retire cet argent. C'est l'argent de la ville. Ça peut être réinvesti autrement, on appelle ça des fonds d'investissement. C'est l'argent qu'on a laissé à la ville. Et je vous rassure, nous on s'est sacrifié pour évidemment laisser cet argent. Non, c'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu. Parce que si Ngobila voulait activer et finir ses marchés le plus tôt, il allait le faire. Mais il n'allait pas les construire selon sa grande vision. Parce que ce qu'il a laissé aux Kinois, c'est un des plus grands bijoux. Ça, c'est le plus grand négoce en Afrique centrale. Vous voyez, autant d'étalages, autant de magasins, une modernisation jamais réalisée. Ni Congo, Brazzaville, ni Angola, ni Rwanda, on n'a pas un centre de négoce. Mais à propos de ces magasins-là, mais déjà... attribué au ministre, lequel au directeur. Je n'ai pas de magasin là, non, moi. Non, ça c'est des rencontres en fait. On n'a pas ces temps-là. Ngobila, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a laissé de faits palpables, qui a travaillé pour réellement accompagner le chef de l'État. Monsieur John, vous avez, je ne sais pas si il vous était déjà arrivé de voir
cette route transcommunale qu'il a construite, là, qu'on appelle Elenguissa. Il y avait de crevasses de plus de 12 mètres. C'est-à-dire, le matin, on retrouvait seulement les gens morts avec le banditisme qui était assez pointu de ces coins-là. Et il a, pour la première fois, donné une route transcommunale traversant 7 communes. Ça, c'est le Belge qui l'avait fait avant, hein, avec Kassavoubou, avec l'avenue 24 novembre. Après le Belge, il n'y a eu personne. Je parle d'une route transcommunale. Et il n'en a pas fait une. Il en a fait plusieurs comme ça. Vous avez Kikwiti, De la Paix, Seko. Donc, c'est des choses que je vous amène, vous savez le voir. Ça veut dire, nous, on a fait notre partition. N'oubliez pas que nous, on a travaillé dans un contexte de Covid, où on a fait presque 1 année et demie. Et malgré ça, on a fait tous ces montages-là. Donc aujourd'hui, ce qui a été fait, on a légué au gouverneur, l'actuel, le gouverneur Bumba. Et nous, on a joué notre partition. Et lui va jouer également sa partition. Et oui, sa partition, justement, aujourd'hui, c'est vrai, les esprits se sont beaucoup cristallisés sur ces inondations au quartier des Bonhommes et tout ça. Vous avez un mot là-dessus? Non, c'est un problème plus global, plus vaste. Vous voyez, c'est un problème qui n'est pas exclusivement lié au gouverneur Bumba, non, rassurez-vous. Ce n'est pas le gouverneur Bumba qui donne des espaces à ses habitats là. Oui. Vous voyez, c'est un problème plus là. C'est vrai que le plus grand péché est que ça puisse se faire ici dans sa ville. Mais dans le fond, ce n'est pas lui qui octroie des espaces qui, en principe, qui ne devraient pas être construits. Heureusement, ils ont pris une décision de détruire tous ces espaces-là non efficaces. Moi, je pense que ça, c'est encourageant. Mais c'est un problème plus global qu'il ne faut pas les traiter exclusivement avec un regard essentiellement lié à la ville, non. Ça appelle autant de ministères, autant d'acteurs à la fois politiques et sociaux, en termes de ministères, en termes de structures. Donc c'est vraiment un problème global qu'il faut prendre au sérieux éventuellement. Mais je sens quand même qu'il y a un effort considérable de redonner à la ville sa plus belle robe. Et ça, c'est pour le plaisir de Kinois. Nous encourageons. Nous allons terminer par un de ceux qui vous tient à cœur. Je dis vous, ACP, les partis de Ngobila. Il s'agit d'une députée. Notre élu de Lancelé. Voilà, votre élu de Lancelé, Docteur Sévéride. Non, ça c'est un scandale hein, au niveau de la Cour constitutionnelle. Je ne donnerai pas tous les détails, mais je dis que c'est un scandale. Pourquoi? La juridiction la plus suprême de notre pays, les summums du droit, ne devraient pas tomber aussi bas. C'est-à-dire quand il fait de rendu, elle fait de rendu cette juridiction, il faut que cette rendu révèle une perfectibilité sans faille. Parce que c'est les summums du droit. Parce que c'est les sommets, après il n'y a que le chef de l'État. Mais vous avez de rendus comme celui de l'honorable Sévérine. Qu'est-ce qu'il y avait à redire là-dedans? Non. On déclare inconstitutionnel la décision du Conseil d'État sans éventuellement une motivation réelle. Mais là où c'est grave, on rétablit M. Samba avec un arrêt du premier ressort, l'arrêt 0050 de la Cour d'appel. On dit à M. Samba, la décision de la Cour, du Conseil d'État est supposée être inconstitutionnelle, mais pour que vous rentrez à l'Assemblée provinciale, vous devrez présenter l'arrêt 0050. Et cet arrêt 0050 n'est concerné nullement la députée Mme Sévérine Moliba, mais ça concernait M. Samba et Mme Frida Mouchi. Vous voyez, c'est tellement grave. Et en fouillant, on se rend compte que la manière dont Kamoulette a rédigé cet arrêt, c'est textuellement, mot à mot,
la requête de la partie adverse qui est de M. Samba. Vous l'avez vu, la requête? Non, je l'ai. Je peux te le laisser pour le montrer dans le journal. J'ai l'arrêt et la requête et tout ça. Non, c'est scandaleux. Hein, c'est comme ça que nous demandons au chef de l'État, qui est le magistrat suprême. On ne peut pas refuser à une dame de siéger parce qu'elle est une dame. En fait, ça la raison. Parce que Mme Sévérine a fait 8600 voix. M. Samba a fait 3150 voix. Il n'y a pas match. C'est-à-dire, la population de l'Antélé ont donné à Mme Sévérine 8600 voix. Et ont donné à M. Samba 3150 voix. Ça veut dire, quittons le juridisme, restons dans le bon sens. Non, faisons des choses sérieusement. Hein? Faisons des choses sérieusement. Vous avez l'impression qu'il y a eu un acharnement contre l'ACP, parce qu'en son temps déjà, je me rappelle que l'ACP s'était senti frustré par des décisions prises contre ses cadres, contre notamment votre autorité morale. Ben évidemment, bon, ces débats-là, nous avons difficilement avalé la pilule. Ok, je dis bien difficilement, mais on ne peut pas continuer à en avaler autant, surtout quand les faits sont plus clairs. Hein, je demande au président de la République, qui est d'ailleurs le champion de la masculinité positive, de remettre cette dame-là dans ses droits. Vous voyez, parce qu'on ne voit pas là où on va exposer notre injustice, parce que c'est vraiment gravissime. Vous voyez, M. Kamouleta sait ce qu'il a fait. Je comprends, c'est un humain, il est perfectible. Hein, il peut éventuellement s'être trompé. Mais je pense qu'il peut retrouver le bon sens et redonner à cette dame-là son siège. Sinon, non, on ne s'arrêtera pas. À chaque fois que je passerai ici, je soulèverai cette question. Et pour votre information, nos militants sont aux aguets. Et dans cette ville-là, on va mobiliser plus de 200 000 personnes pour cette cause-là. On attend. Je crois que le chef de l'État, un bon père, va remettre notre député dans ses droits. Sinon, nous, on va continuer nos actions jusqu'à retrouver gain de cause. Mais cette injustice, c'est inacceptable en tout cas. Parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est de l'ACP. Non, ça passe pas. Merci beaucoup, Paris Plus Candolo. Merci, M. John. Je vous retrouve encore après tous ces temps-là. Je retrouve ces studios et ça me fait énormément plaisir. Et merci d'être là toujours pour nous informer. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. À très bientôt. Au revoir.